Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a une barbe de 3 jours, déclinée sur tous les modes. Nicolas Sarkozy, la tête basse, les yeux là, en une du Point. La guerre est déclarée, combine vengeance et dictaphone. Il a l'air déterminé, le front indigné, et Carla pendue amoureusement à son cou en une de Paris Match. Espionnée par les juges, trahie par un conseiller, Carla veut se battre pour lui. Flou et pris de loin la nuit, Carla à ses côtés, photo volée en une de VSD, les Sarkozy unis face à l'épreuve. Et puis sans barbe, dans une demi-pénombre façon le retour d'Edmond Dantès en une de Valeurs Actuelles, mort ou vif. Oui, la presse fait dans la sobriété aujourd'hui. Et puis il y a Christiane Taubira et ses fameux documents qu'elle aurait mieux fait de ne pas agiter sous le nez des photographes. Libération fait dans l'euphémisme pour sauver son icône. Taubira gaffe, l'affaire continue. L'opinion interroge, qui ment avec photo de la ministre de la Justice, de Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Et le Figaro affirme, écoute le mensonge d'État. Ce sujet, cette affaire des écoutes inspire les journaux et les éditorialistes. Oui, et c'est ravageur. Les commentaires de ce matin sont totalement ravageurs. Et d'abord pour la ministre de la Justice. Bien sûr, Libération parle de malentendus. Pour les autres, le ton est plus sévère. Il faut vraiment tout l'amateurisme et le sens de la maladresse dont peut être capable ce gouvernement, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest, pour parvenir à retourner contre soi une situation qui embarrassait jusqu'alors ses opposants. Ce qui provoque l'accablement dans l'épisode baroque, renchérit Jean-Pierre Thénoux dans l'Est républicain, c'est d'abord Christiane Taubira. Et l'éditorial du Monde achève le travail. Entre une équipe de professionnels et une équipe d'amateurs, il est exceptionnel que la seconde l'emporte. La dure loi du sport vaut pour la politique. Dans le Figaro, Guillaume Tabar cite un ténor de la majorité. Quand on pense que Ayrault, Valls et Taubira n'ont même pas été fichus de se voir 5 minutes au moins pour se mettre d'accord sur une version commune. Alors l'autre star de la matinée, bien sûr, c'est Manuel Valls, l'homme le moins informé de France. Dans l'opinion, un dessin montre Barack Obama entouré du patron de la NSA et de celui du département d'État. Ils lisent un journal titrant « Écoute, Manuel Valls, je ne savais rien ». Ils sont pliés en deux de rire. Bon, bien sûr, aucun éditorialiste n'oublie que le nouveau couac n'exonère pas la droite de ses turpitudes, même s'il en détourne l'attention. Mais dans son éditorial du Point, Franz-Olivier Gisbert, lui, lance un contre-feu. Mieux vaut s'appeler Menucci que Sarkozy ou Dassault, écrit-il, et de rappeler que le candidat à la mairie de Marseille est un bébé Guérini, héritier de toutes les méthodes de Jean-Noël Guérini, et simplement rappelé à la loi pour des subventions pharaoniques à des associations en vue des élections. Alors on pense à une vieille expression française, nettoyer les écuries d'Augias. On parlait des expressions hier. On a beaucoup parlé de la disparition de cet avion depuis 5 jours. Ce matin encore, quelques espoirs, quelques pistes, mais toujours rien finalement. Oui, et parmi tous les articles consacrés au Boeing malaisien, il faut lire celui du Parisien. Elsa Marie raconte comment elle s'est inscrite sur la plateforme TomNode qui permet aux internautes de participer aux recherches grâce à 2 satellites orientés sur la zone par la société Digital Globe. Plus de 60 000 pages déjà passées en revue. Elle a passé 2 heures à scruter le bleu de la mer, à rechercher des traces de carburant ou de débris. Et nous, on lit et on a cette impression étrange. Ces internautes qui observent la mer, sont-ils de bonnes âmes prêtes à aider ou des voyeurs d'un nouveau genre? On parle de robots également ce matin. Oui, savez-vous ce que c'est que le ludisme? Il va falloir apprendre le mot car il revient de plus en plus à la mode. Rien à voir avec ludique? Non, du nom avec 2 D, du nom de Ned Ludd, pseudonyme ou personnage réel qui envoyait des lettres de menaces aux propriétaires de manufactures de la région d'York qui, entre 1811 et 1812, s'équipaient de métiers à tisser mécaniques. Ces adeptes qui cassaient les métiers à tisser ont été pendus. C'est Pierre-Antoine Delhomme qui nous raconte l'histoire dans Le Point. Il rappelle le débat entre les économistes de l'époque pour savoir si l'innovation technique et la mécanisation allaient ou non créer des débouchés et de l'emploi. Eh bien, le débat est plus qu'actuel. Dans le Nouvel Observateur, c'est Sophie Faye qui titre un article « Un robot m'a piqué mon boulot ». La fin des classes moyennes, se demande-t-elle. Car non, les emplois détruits chez Kodak, 140 000 salariés, ne se retrouveront jamais chez Instagram, 13 salariés au moment de son rachat par Facebook. Et la question plus que jamais sera celle de la répartition des richesses entre ceux qui auront un emploi et ceux qui n'en auront pas. Les galeries marchandes également. Oui, parce que les chômeurs, ça consomme moins et ça aussi, il va falloir s'en préoccuper. C'est une tribune dans Libération qui soulève le problème. Pascal Madry, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce, raconte l'histoire d'Alençon, petite ville de 26 000 habitants, traumatisée, souvenez-vous, par la fermeture en 2001 de l'usine Moulinex. La ville lance alors un plan, 1000 emplois en 1000 jours, à base d'ouverture d'une galerie commerçante. 10 ans plus tard, un local commercial sur 10 est inoccupé, 2 fois plus qu'à l'époque. Oui, parce qu'en 15 ans, le
Le parc des grandes surfaces en France a augmenté de 60% quand la consommation augmentait de 38% seulement. Résultat, une concurrence exacerbée qui a tué les derniers petits commerces. Non seulement les gens sont au chômage, mais leur environnement urbain est sinistré. Ça s'appelle le mirage de la société de consommation. On termine avec quelques candidats qui ont de l'imagination pour les municipales. Mais oui, on a déjà vu les slogans fantaisistes de certains. Alors là, le Nouvel Observateur a trouvé une candidate Europe Écologie Les Verts de Paris 10e qui a choisi d'écrire en blanc sur le fond vert, vous savez, la couleur de son parti, ce joli vert. Quand l'atmosphère aura cette couleur, il sera trop tard pour voter vert. Sous-entendu, cette couleur est toxique. Réussir à rendre anxiogène la couleur de la chlorophylle en ces temps d'atmosphère politique fétide, il fallait quand même le faire. On verra comment les électeurs apprécient ça le 23 mars au soir. Merci Natacha Polony.